Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un phénomène qui se confirme. Apple, à son tour, prévoit de ralentir la cadence de ses embauches et de ses investissements dans certains domaines. Information publiée hier par l'agence Bloomberg qui a eu un impact sur les grandes valeurs technologiques américaines et Apple en premier lieu. Le titre Apple a perdu 2% sur la séance d'hier à Wall Street. Apple qui joint ainsi des grandes valeurs technologiques comme Amazon, Alphabet, Google ou encore Microsoft qui ont chacune annoncé effectivement un ralentissement de la cadence de leurs dépenses d'investissement ou de leurs embauches, ce qui est une situation assez nouvelle au regard notamment des dernières grandes crises majeures que l'on a pu vivre, que ce soit la grande crise financière, la dette souveraine ou même la crise du Covid, qui à chaque fois ont été plutôt des accélérateurs pour l'investissement technologique. Aujourd'hui, la situation semble différente. Évidemment, la publication des résultats du deuxième trimestre servira de juge de paix de ce point de vue-là. Et nous aurons ce soir, après la clôture des marchés, les publications du groupe Netflix, qui a déjà sévèrement dévissé depuis le début de l'année, puisque le titre Netflix perd 70% quasiment depuis le 1er janvier. L'État français a donné un prix à EDF. Ce prix est de 12 € par action, ce qui donne une opération de retrait de cote à quasiment 10 milliards d'euros pour permettre à l'État de racheter donc les actionnaires minoritaires d'EDF. Le cours de bourse d'EDF était suspendu, la cotation a repris ce matin évidemment. Le titre s'aligne sur le prix qui a été proposé par l'État pour cette opération publique d'achat simplifié. Voilà pour les actualités du jour et puis bien sûr le fait marquant de la semaine que l'on attend ce jeudi, la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, la BCE, qui va devoir entamer sa normalisation en temps de crise politique en Italie, crise énergétique majeure, alors que la Commission européenne confirme qu'elle n'attend pas de retour d'approvisionnement du gaz russe à travers le gazoduc Nord Stream 1 à l'issue de la période de maintenance qui doit se terminer ce jeudi. Situation donc compliquée pour la normalisation de la politique monétaire en zone euro. Nous en parlerons spécifiquement avec Alain Duré, chef économiste de Goldman Sachs France, qui sera avec nous en visioconférence d'ici quelques minutes. Et des marchés dans ce contexte qui évolue sans tendance à mi-séance après 2 jours de rebond. Les infos clés avec Alix Nguyen. Le CAC avance prudemment à la mi-journée. L'indice se trouve impacté par le recul de valeurs comme Alstom ou ST Micro dans le sillage du retournement de Wall Street. Si la place new-yorkaise a bien accueilli les résultats de Goldman Sachs, celle-ci s'est montrée frileuse hier, effaçant tous les gains affichés en fin de matinée. Plus précisément, le rallye du début de journée s'est essoufflé avec la publication d'informations selon lesquelles Apple prévoit de ralentir le rythme de ses embauches et de ses investissements. Tesla, Amazon, Meta et même Goldman Sachs ont également fait savoir qu'ils diminueraient leur recrutement face au ralentissement de leur activité. Près de 73 sociétés du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine. Il y aura notamment American Express, AT&T et Netflix. Johnson & Johnson et Halliburton annonceront leurs résultats trimestriels aujourd'hui avant l'ouverture de Wall Street. Du côté des indicateurs, le marché a pris connaissance du taux d'inflation annuel de la zone euro. Celui-ci s'est accru à 8,6% en juin contre 8,1% en mai. On rappelle que la semaine sera marquée par la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE dont la décision de politique monétaire sera rendue jeudi. Dans l'actualité des valeurs en Europe, le compartiment technologique connaît la plus forte baisse sectorielle du stock 600. Les ressources de base sont également en repli. Elles sont impactées par la situation sanitaire en Chine où l'on redoute une baisse de la demande du fait de probables nouvelles restrictions afin de lutter contre le Covid-19. EDF bondit après l'annonce par l'État français du lancement d'une offre de 9,7 milliards d'euros avec pour objectif de monter à 100% du capital de l'énergéticien. Côté publication de comptes trimestriels, les résultats du laboratoire Novartis sont salués. Ceux d'Alstom et du constructeur suédois de poids lourds AB Volvo, au contraire, sont délaissés. Si les ventes d'Alstom ont progressé de 8% au premier trimestre de son exercice décalé 2022-2023 à 4 milliards d'euros, les prises de commandes ont
marqué le pas. Elles sont en baisse de 13% à 5,6 milliards d'euros. Le carnet de commandes s'ancre quant à lui à un niveau record de 83,4 milliards d'euros. Tendance, mon ami, 2 fois par jour à 12h30 et 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et on parle de la situation des marchés pour entamer cette émission avec Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci Bonjour, beaucoup d'être avec nous. On suit au quotidien, on essaye de comprendre au quotidien ce que les marchés anticipent. Parmi les nouveautés, j'allais dire, dans le paysage des marchés, Arnaud, le constat que les taux longs, voire très longs, ne progressent plus. C'est un constat qu'on peut faire depuis un mois environ, Arnaud. Est-ce que c'est un constat que vous partagez et qu'est-ce que cette situation reflète ? Oui, donc effectivement, on pense que le pic des taux longs a été franchi. Il est peu probable qu'on retourne voir les 3,5 sur le 10 ans américain. Donc là, il se stabilise aux alentours de 3. Pourquoi ? Parce que certes, l'inflation n'est pas encore stabilisée. À court terme, on le voit, le dernier chiffre d'inflation, le fameux CPI, a été revu en hausse. Sur un an glissant, la même chose pour le corps qui baisse à peine. En revanche, l'inflation à long terme vue par les marchés, elle, a été revue en baisse ou se stabilise plutôt au niveau plutôt bas. On l'a vu sur l'inflation anticipée par les marchés quand on regarde les obligations indexées sur l'inflation. On regarde l'inflation point mort. Ils sont plutôt stabilisés, même en retrait par rapport au début d'année. C'est pas forcément intuitif au moment où on parle d'inflation. Mais le 10 ans anticipé par les marchés a rebaissé. On est aux alentours de 2,35, 2,40 aux États-Unis. En baisse d'une vingtaine de points de base depuis le début de l'année. Et la nouveauté, c'est que le sentiment des consommateurs qui avait effectivement provoqué la dernière hausse de la Fed de 75 points de base, qui avait contribué à cette accélération, mais le fameux indice du Michigan, lui aussi, a été revu plutôt en baisse à 2,8 à horizon 5-10 ans aux États-Unis. Donc on a l'impression que les marchés disent oui, la Fed va gagner. Donc les taux longs se stabilisent. Évidemment, les taux courts pas encore parce que il y a encore des hausses de taux courts. Donc, mais le fait que la Fed a accéléré, alors qu'il y a 2 mois on évoquait encore des pas de 50, maintenant c'est des pas de 75. D'ailleurs, on pense que c'est plutôt 75 points de base qu'ils vont faire et non pas 100. Mais ne serait-ce que 75 points de base, le fait d'accélérer est plutôt perçu par les marchés. Et encore, nous, ça a permis de restaurer une partie de la crédibilité perdue peut-être de la Réserve fédérale américaine. Exactement. Plus le fait que, évidemment, ça va jouer sur la demande qui va baisser et évidemment que la croissance sera revue en baisse. Et évidemment, les craintes d'ailleurs de récession montent. Mais pour autant, c'est un handicap de moins pour les marchés actions. Le fait que les taux longs se stabilisent, c'était la source des soucis sur, évidemment, la valorisation des marchés actions. Parce que quand les taux longs montaient, les PE devaient rebaisser. C'est un souci de moins sur ce point-là. Donc au moins, on pourrait dire le front sur les PE, les valorisations des marchés, est plutôt derrière nous. C'est-à-dire qu'il ne devrait plus y avoir de dépréciation de la valorisation par le PE. En revanche, évidemment, la grande incertitude va être maintenant sur évidemment les bénéfices, les E dans la formule. Et là, on va, évidemment, la saison des résultats qui est en cours, qui commence avec le tout début par les bancaires notamment, mais maintenant on va avoir aussi les sociétés technologiques, comme vous l'avez mentionné. Il va y avoir, donc on va avoir les résultats sur le deuxième trimestre, mais aussi les perspectives. Il nous semble là, c'est les croissances bénéficiaires par les marchés, cette fois-ci, est attendue un peu trop fort. Et donc il y aura des révisions en baisse. Maintenant, le sujet, c'est l'ampleur des révisions en baisse. Il faut bien avoir en tête qu'il y avait, sur le deuxième trimestre, il y avait déjà la hausse des coûts de production, mais la demande était encore là. Et donc, il y a eu répercussion d'une partie des hausses de coûts de production parce que la demande est forte. Et donc, les sociétés ont pu accroître leur chiffre d'affaires de manière conséquente. En revanche, il y a devant nous la demande qui est plus faible. Et puis, probablement des couvertures sur les hausses de coûts de production ou sur le dollar, même de la part des entreprises américaines, qui probablement sont des couvertures plutôt de court terme, assez rares, qui font des couvertures au-delà de 3 à 6 mois. Et donc, on va arriver avec un vent de face
cette fois-ci beaucoup plus défavorable, et donc cette fois-ci des croissances bénéficiaires qui seront peut-être même remis à zéro. Donc pour ça incite encore un peu de prudence sur les marchés. Certes, et ça veut dire, Arnaud, qu'il faudra peut-être plus que cette seule saison de publication de résultats du deuxième trimestre pour y voir plus clair justement sur le point bas qu'on pourrait atteindre en termes de profit pour les entreprises. Oui, exactement. D'accord. Parce qu'encore une fois, le deuxième trimestre ne sera pas encore totalement révélateur de ce qui se passe de pour toutes les mauvaises nouvelles, pour dire les choses. Exactement. Exactement. Ouais. Et alors, devant nous, alors certes, il y a la BCE demain, donc on attend aussi une accélération. Après-demain. Après-demain, pardon. Une accélération. À la limite, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Quand on est en retard, il vaut mieux essayer de rattraper et accélérer. Et donc, les taux longs européens ne devraient pas marquer le coup, même avec une hausse de 50 points de base. En revanche, il y a aussi jeudi, il y a évidemment la décision de oui ou non de réouverture du gazoduc Nord Stream 1 après la période de maintenance. Et on voit bien que ça, c'est compliqué, c'est une épée de Damoclès qui va jouer non seulement sur l'hiver prochain, mais probablement aussi sur 2023. Et là, c'est la grande inconnue parce que les niveaux de stock sont pas du tout au niveau escompté. On devait arriver au pied de l'hiver à 80% et on est plutôt bien en deçà, entre 55 et 60. Et si on n'arrive pas à reconstituer les stocks, ça sera devant nous c'est plus une question de hausse de coût, c'est une question de production, une partie de la production qui pourrait être arrêtée. Donc c'est un niveau encore au-dessus. C'est-à-dire que l'industrie pourra être obligée de fermer des usines ou des implantations, ce qui va évidemment baisser du chiffre d'affaires. Et alors c'est plus européen que les États-Unis, évidemment, mais pour autant, il y a un peu d'effet de domino. Ça peut jouer sur quand même la croissance dans l'ensemble. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de suspense sur l'idée que le gaz russe ne reviendra pas à travers Nord Stream 1, Arnaud. C'est vrai que je trouve que pour l'instant, ça a l'air d'être, ça a l'air de partir comme ça. La Commission européenne valide cette idée-là ce matin. Elle ne s'attend pas officiellement à voir le gaz russe revenir après les travaux de maintenance. Oui, alors ils évoquent un effet sur le PIB de 1,5. Alors, d'abord, il nous semble que ça sera très disparate selon les secteurs. Il y aura des secteurs qui vont être extrêmement évidemment touchés et d'autres moins. Donc toute la partie industrie, évidemment, elle sera vraiment impactée. Et donc, ça va être compliqué pour l'ensemble de ce segment de la cote. Et donc, de manière générale, ça va être aussi, in fine, même pour 2023. C'est là aussi qu'il faut avoir en tête. C'est pas juste pour les 3 mois de fin d'année. Ça va être aussi pour 2023. Et on peut espérer un retour normal qu'en 2024. Ce qui est donc, ça nous offre des perspectives pendant au moins un an compliquées. Effectivement, non, mais c'est une semaine à gros enjeux et les enjeux principaux ne sont pas forcément du côté de la hausse de taux de la BCE, mais il y a beaucoup d'autres sujets avant, la question du gaz russe et puis la question de la profondeur et de l'ampleur de la crise italienne. On en saura peut-être un peu plus demain avec le vote prévu au Sénat italien pour voir quel est le scénario possible, notamment l'idée d'élections anticipées peut-être dès l'automne en Italie. Merci beaucoup Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management. Oui, c'est ce que j'essayais de dire. Derrière la hausse de taux attendue de la Banque Centrale Européenne ce jeudi, la première depuis 11 ans, il y a évidemment beaucoup de sujets et de complexités à traiter pour la Banque Centrale Européenne. Alain Duré est avec nous en visioconférence pour un focus justement sur les enjeux de cette réunion. Chef économiste de Goldman Sachs France. Bonjour et bienvenue Alain. Merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être rappelons ce qui caractérise la situation de la zone euro et de sa Banque Centrale, la BCE, par rapport aux autres, puisque on parle de normalisation des politiques monétaires partout dans le monde, sauf que toutes les banques centrales ne normalisent pas de la même manière, ne normalisent pas à la même vitesse, avec la même intensité. Et donc, comme la normalisation n'a pas encore vraiment commencé du côté de la Banque Centrale Européenne, je voulais qu'on rappelle un petit peu ce qui caractérise l'idée de la normalisation de la politique monétaire en zone euro, Alain. Oui, tout à fait. C'est vraiment 2 points importants à clarifier pour vos auditeurs. Le premier étant qu'on parle de normalisation et pas de resserrement monétaire. C'est très important. Donc, l'idée, c'est que la Banque Centrale Européenne ramène
son taux directeur de refinancement de l'économie actuellement négatif à moins 50 points de base en territoire positif pour être plus en phase avec les fondamentaux économiques, inflation et croissance, mais il est nullement question de retirer la liquidité excédentaire que la BCE a injectée dans le système bancaire par ses programmes d'achat. Le deuxième point, c'est que la nature des achats de titres par la BCE va changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait des achats de titres d'obligations souveraines et privées par la BCE qui faisaient partie intégrante de la politique monétaire. C'était la seule manière pour la BCE de continuer à avoir une politique monétaire accommodante en augmentant la taille de son bilan alors qu'elle avait atteint le point le plus bas pour son taux directeur à moins 50 points de base. Aujourd'hui, les achats de titres seront basés sur un argument de stabilité financière. Comme quoi la stabilité financière est un prérequis à la stabilité des prix, l'objectif principal de la BCE. Et qui dit donc stabilité financière dit aussi intervention ponctuelle et non régulière comme on avait jusqu'à présent. Qu'est-ce qui va déterminer jeudi au sein du Conseil des gouverneurs l'ampleur de la hausse de taux qui sera délivrée, Alain ? Dans une autre vie précédente, vous avez participé à élaborer des recommandations de politique monétaire au sein de l'institution de la Banque centrale européenne. Comment est-ce que vous pressentez la nature des débats qu'il y aura jeudi ? Alors personnellement, je pense que le débat va tourner autour le nouvel outil anti-fragmentation et son design conditionné à l'ajustement des taux d'intérêt. Si vous partez du principe qu'en juin dernier, l'annonce plus ou moins faite par la présidente Lagarde d'un ajustement graduel de son taux de politique monétaire, 25 points de base ce jeudi et 50 points de base en septembre. Si vous partez du principe que l'idée était de ne pas avoir de décision sur l'objectif d'anti-fragmentation avant septembre, le fait d'avoir avancé cette décision, puisqu'on s'attend à la publication des détails de ce nouvel outil ce jeudi, peut certainement, dans l'esprit des plus faucons du Conseil des gouverneurs, changer la configuration du débat en disant mais puisqu'on a avancé la décision, on est tous d'accord pour dire qu'on peut ajuster davantage, puisque si les rendements obligataires privés et publics dévissent, on aura un outil pour contenir ces écarts de rendement. Donc l'enjeu pour la Banque centrale, effectivement, c'est d'avoir finaliser les détails d'un programme. Alors, ils disent pas anti-fragmentation, le mot est trop connoté peut-être. Ils parlent d'un programme visant à garantir la bonne transmission de la politique monétaire. C'est une subtilité qui a son importance. Si les détails sont finalisés ce jeudi, ça peut ouvrir la voie à une hausse de taux peut-être de 50 points de base. Est-ce que les détails seront finalisés dès ce jeudi ? Quelle est la nature des débats derrière cet outil anti-fragmentation, Alain ? Et quelle est la philosophie ou ce qu'on comprend du design de cet outil? Est-ce qu'on peut imaginer que la BCE de Christine Lagarde reproduise ce qui a été alors le grand succès de la BCE de Mario Draghi, c'est-à-dire construire des outils de protection de l'euro sans jamais avoir à les utiliser? Voilà, l'idéal c'est ça pour la Banque centrale européenne, c'est d'annoncer un outil, de dire au marché si vous ne croyez plus en la soutenabilité de certaines dettes publiques et que vous vendez ces titres, nous on est en face et on les achètera. Donc l'idéal c'est que le message soit suffisamment fort pour que l'outil ne soit pas utilisé, c'est ce qui s'est passé avec l'OMT. Maintenant, l'idée c'est que il y a, je pense, consensus au sein du Conseil des gouverneurs pour dire qu'il faut effectivement que la hausse des taux d'intérêt et du taux directeur de la BCE ne mette pas en péril la transmission de la politique monétaire le long de la courbe des taux. D'où l'intérêt de cet outil de fragmentation. Je pense que ce jeudi, alors le scénario de base dans notre recherche chez Goldman Sachs, c'est une hausse de 25 points de base et la publication des détails de cet outil. Comme on le disait juste auparavant, c'est que une hausse de 50 points de base est un scénario à probabilité non nulle. Maintenant, je pense que le marché serait extrêmement déçu, il pourrait réagir négativement si le message n'est pas clair, comme quoi cet outil donnera une force de frappe suffisante pour contenir les écarts de rendement entre les différents États.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme conditionnalité, comme on dit, attachée à ce programme ? Il y a rarement de free lunch, contrairement à ce qu'on pense, il y a rarement de free lunch, y compris en matière de politique monétaire. Plus le programme sera important, plus la puissance du programme sera potentiellement importante, plus les conditions seront sévères. Quel type de conditionnalité concrètement est-ce qu'on attend attaché à ce programme ? Alors notre scénario de base, mais qui est finalement devenu le scénario, les attentes du marché, c'est qu'on ait des conditionnalités liées à la continuité, la continuation des réformes dans les différents pays qui sont aidés et qui seraient liés au programme européen Next Generation EU et la facilité de reprise qui est attachée à ce programme-là. Maintenant, ce que je voudrais préciser, c'est que si le Conseil des gouverneurs de la BCE accorde beaucoup d'importance aux différents cas juridiques et qui ont été contre la BCE à la Cour constitutionnelle allemande, je pense qu'ils pourraient ne pas répéter les conditionnalités qu'on a eues dans le programme comme l'OMT, parce que finalement l'argument de la Cour constitutionnelle allemande était de dire que ces conditionnalités liées à des programmes européens, que ce soit le mécanisme de stabilité ou peut-être demain le mécanisme de relance économique européen, et bien finalement c'est pas de la politique monétaire, c'est plus de l'assistance financière à des pays en difficulté, ce qui n'est pas le mandat de la Banque centrale européenne. Et donc je pense qu'au minimum, comme critère, il y aurait évidemment une évaluation de la soutenabilité des dettes publiques par la BCE et évidemment la conditionnalité que les marchés, que les gouvernements et les dettes qui sont achetées par la BCE continuent à avoir un prix de marché, à avoir accès au marché et que le prix représente une valeur fondamentale. Est-ce que c'est un programme qui permettrait de couvrir un risque politique, par exemple, en Italie, Alain, qui est un scénario récurrent, qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Est-ce que c'est un programme qui peut permettre la couverture d'un risque politique ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Indirectement, oui, parce qu'à partir du moment où le marché ne croit plus dans la capacité d'un pays à rembourser sa dette publique sur le long terme, c'est très souvent lié à un risque politique. C'est qu'on a un changement de gouvernement avec un gouvernement qui est moins je vais dire, orienté européen et se sent plus à l'aise par rapport aux contraintes, à l'application des contraintes européennes. Et donc, effectivement, un stress sur les rendements des obligations souveraines est très souvent lié à un risque politique. Donc, lorsqu'on dit on a un outil qui garantit la bonne transmission de la politique monétaire le long de la courbe des taux et que on dit en gros qu'on va garantir la stabilité financière, mais généralement la stabilité financière vient d'un risque politique et d'une incertitude politique. Donc ça revient un peu à la même chose, c'est de dire finalement, malgré les risques politiques qu'on peut avoir dans certains pays, nous, BCE, on a une vision de long terme et on pense que la stabilité et politique et financière sera garantie et donc on achète les titres que le marché ne veut plus. Est-ce qu'à ce titre-là, est-ce que c'est un programme qui vise à cibler un certain niveau de spread, d'écart de taux de financement entre les différents États de la zone euro, Alain ? Alors je pense qu'effectivement la BCE va présenter son programme. Elle ne va pas donner une référence de spread parce que, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, l'idée c'est de ne pas utiliser cet outil. Donc si vous êtes trop précis sur un niveau de spread qui est toléré par la BCE, on sait que le marché va tester ce niveau de spread. Mais il y a deux raisons pourquoi le spread plutôt que le rendement par pays. Le premier, c'est qu'en fait, c'est lié aux certaines contraintes juridiques qu'il y a dans le traité européen et dans les statuts de la BCE, notamment l'interdiction de financement monétaire. Si vous dites qu'il y a un certain niveau de spread
qui garantit la stabilité financière, en fait, vous garantissez quelque part de maintenir l'allocation des ressources financières entre les différents pays et vous n'avez pas d'effet redistributif négatif. Et le deuxième élément, c'est effectivement quand on donne la dimension en termes de spread, le spread peut s'écarter, le spread entre le rendement obligataire italien à 10 ans et l'obligataire allemand à 10 ans, il peut s'écarter, mais il peut s'écarter à cause de l'Allemagne ou à cause de l'Italie. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que ça sera une définition en termes de spread, même si implicitement, il est clair que la BCE a un certain niveau de rendement maximum pour chaque pays, au-dessus duquel la dette publique dans ce pays-là deviendrait insoutenable. Si on a la confirmation jeudi que le gaz russe ne reviendra pas à travers le gazoduc Nord Stream 1 à l'issue de la période de maintenance, Alain, on peut craindre que les forecasts, les nouvelles projections macro faites par la Banque Centrale Européenne pour cette réunion soient d'ores et déjà caduques. Qu'est-ce que ce scénario de blackout ? Tout semble pointer vers l'idée de la réalisation de ce scénario, Alain. Quel type d'impact macroéconomique il faut avoir en tête ? Alors, si effectivement c'est le scénario qui est prolongé jusqu'à l'hiver, on aura l'Italie et l'Allemagne en récession. Et c'est d'ailleurs, et donc on aura inéluctablement une pause dans la normalisation de politique monétaire de la BCE. Et c'est d'ailleurs, je pense, un des arguments qui va être utilisé par les plus faucons du Conseil des gouverneurs, qui est de dire, si on est trop graduel dans la normalisation de notre politique monétaire, eh bien on va entrer dans un ralentissement économique, voire une récession, avec des taux d'intérêt encore très bas, voire négatifs. Donc avançons la normalisation de manière à pouvoir récupérer des marges de manœuvre en cas de ralentissement économique ou de récession. Bon. 50 BP, effectivement, le cas est visiblement sérieusement discuté, c'est ce que nous rapporte l'agence Bloomberg ce matin, avant la pré-réunion des gouverneurs et la réunion de jeudi qui sera donc décisive en matière de politique monétaire avec une première hausse de taux, 25, 50, première hausse de taux en tout cas depuis 11 ans attendue du côté de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Alain, merci pour cet éclairage en amont de cette réunion. Alain Duré, chef économiste de Goldman Sachs France, avec nous en visioconférence dans Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure ensemble sur Bismart.